Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Africa Newsroom sur Africa 24 qui traite de l'intelligence artificielle, enjeu de souveraineté pour l'Afrique. Et l'Afrique, où plus de 60% de la population a moins de 25 ans, l'intelligence artificielle pourrait représenter une opportunité majeure pour accélérer le développement et générer plus de 15 000 milliards de dollars de valeur ajoutée à l'économie mondiale d'ici 2030. Cependant, le continent doit relever plusieurs défis, notamment infrastructurels, des défis d'infrastructures numériques insuffisantes, faible disponibilité des données locales, le déficit de compétences, le financement limité et nécessité d'un cadre réglementaire adapté. Pour ce débat, nous avons Alassane Koroma, fondateur et CEO de Corvex Lab en duplex de Conakry, en Guinée. Bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir accueilli sur ce plateau. C'est nous. Et en plateau, nous avons Amina Elt Mali, fondatrice de Mind AI Media. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bienvenue. Et nous avons M. Kevin Nyangoran, secrétaire général adjoint et responsable des programmes de DigitFemme Côte d'Ivoire. Bienvenue sur ce plateau. Merci de l'invitation. Et enfin, nous avons Franck Kouassi, gérant de la Sonutech, société de numérique et de technologie. Bienvenue sur ce plateau. Merci à vous, madame. C'est nous. Je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction et on en discute juste après. L'Afrique affiche désormais une volonté ferme de se positionner en tant qu'acteur stratégique de la révolution numérique mondiale. Cette ambition a été clairement manifestée lors de plusieurs événements majeurs organisés en 2026. Pour les dirigeants africains, l'IA est un puissant levier de transformation économique et sociale. Elle peut améliorer les diagnostics médicaux, surveiller les épidémies, optimiser l'agriculture face au changement climatique et créer des opportunités dans l'éducation, les services publics et l'emploi pour la jeunesse, dont les jeunes africains représenteront 42% des jeunes mondiaux d'ici 2030. Des initiatives continentales comme l'Alliance Smart Africa, avec plus de 40 États impliqués, sont déjà lancées pour la transformation numérique. Dans un contexte international de plus en plus tendu, l'heure est au réalisme stratégique et nous devons en tirer les leçons. Dans ce contexte, il serait imprudent pour notre continent de fonder ses espoirs sur la seule bonne volonté et la générosité de nos partenaires. L'intelligence artificielle ne fera pas exception. Face à l'urgence de l'investissement dans la formation des jeunes au métier du numérique et de l'intelligence artificielle, des pays comme le Rwanda, le Kenya, le Nigeria, le Ghana, le Maroc et l'Afrique du Sud multiplient les programmes de formation technologique, les incubateurs et les partenariats. Le Kenya mise sur son économie numérique et l'IA souveraine, tandis que le Rwanda développe son écosystème technologique avec des centres d'innovation. Plusieurs États investissent aussi dans les centres de données, la cybersécurité et le haut débit pour renforcer la souveraineté numérique africaine et réduire leur dépendance étrangère. Nous devons aller de l'avant pour veiller à ce que le continent africain adopte ses politiques de développement, notamment en ce qui concerne le développement de l'IA avec les ressources disponibles. Il est évident que pour financer les startups et harmoniser les règles de réglementation dans nos pays, certaines politiques doivent être mises en place et nous pouvons mobiliser ces ressources. La transition numérique africaine soulève par ailleurs des craintes de fracture, de dépendance technologique et d'exploitation des données. Les États africains appellent à une gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle plus équitable et une meilleure représentation pour bâtir une souveraineté numérique africaine et faire du continent une puissance technologique. Retour sur ce plateau, justement pour cette première partie de l'émission. L'intelligence artificielle pourrait avoir un impact significatif sur la réalisation des aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine et des objectifs de développement durable. Alassane Koroma, quelle stratégie continentale adopter pour faire de l'intelligence artificielle un véritable levier de développement pour le continent? Ça, c'est une très belle question. Je pense que sur le plan continental, le fait que les gens pensent que l'Afrique déjà est en retard en fonction de l'avancée des autres, que les autres continents déjà ont les LLM et tout, je pense qu'il faut vraiment collaborer entre nous pour voir comment est-ce qu'on peut créer des solutions qui sont adaptées à nos réalités, c'est-à-dire avoir des solutions qui sont ciblées à l'africaine. Et je pense que cela est très important parce que la plupart
avancées technologiques ou bien des technologies des fois qui viennent sur le continent, on trouve qu'il y a pas, des fois, il y a une friction, en fait, entre ce qui est apporté et les réalités qui se trouvent sur le terrain. Et des fois, ça se fait que ça ne donne pas les résultats attendus. Donc, pour que nous puissions vraiment prendre avantage de l'intelligence artificielle, l'un des éléments clés, c'est d'abord la formation. Il faut partager l'information qui est déjà disponible avec des gens qui auront la capacité de s'en servir et d'utiliser sur le terrain. Nous, par exemple, en Guinée, avec mon entreprise, c'est ça qui est notre objectif principal. Comprendre d'abord le terrain, comprendre d'abord les besoins que nous avons, et puis maintenant, essayer de voir avec pas seulement les entreprises qui sont sur le terrain, mais aussi avec les membres, les agents du gouvernement, ainsi de suite, pour voir quels sont les besoins et créer des solutions autour de ça. Mais cela doit d'abord commencer par comprendre quels sont les besoins que nous avons et puis voir comment nous pouvons appliquer ces solutions en fonction de ça. Amina El-Mali, justement, quelles sont ces stratégies-là pour vous? Alors, moi, je suis dans le domaine de l'enseignement, des médias et aussi de la formation. Pour moi, en fait, il faut d'abord miser sur l'éducation. On le voit en Chine, hein, dès l'école primaire, on enseigne la robotique, on enseigne l'intelligence artificielle. Donc, je pense que l'Afrique doit se mettre au diapason de ce qui se passe ailleurs et commencer à mettre en place des stratégies nationales qui vont répondre justement aux demandes du marché, parce que la robotique aussi arrive à grands pas. Ensuite, deuxième point, moi je miserai dans un second temps sur les médias, ayant lancé une plateforme média, Mind AI Media, qui a pour vocation de sensibiliser et de démocratiser l'accès à l'intelligence artificielle. Pourquoi ne pas lancer des programmes de sensibilisation dans les chaînes nationales africaines? Il y a des médias ici en Côte d'Ivoire qui le font déjà. Il y a certaines radios avec lesquelles j'ai collaboré, certaines chaînes de télévision. Donc je pense qu'il faut miser sur ces deux volets-là, à mon sens. La formation, c'est un volet, certes, mais je pense qu'il y a d'autres volets qu'il faut aujourd'hui occuper. Monsieur Niangoran, et vous? C'est effectivement une très belle approche que de s'intéresser à l'éducation. Et en ce sens-là aussi, il faut tenir compte que dans nos écosystèmes africains, il y a une hétérogénéité de maturité et de compréhension même de cette thématique-là. Donc, pour vraiment faire de l'IA un levier, il faut pouvoir adopter des approches différenciées en fonction des différentes communautés, en fonction des différentes personnes ciblées. Il faut tenir compte que dans nos écosystèmes, on a beaucoup plus de zones rurales que de zones urbaines. On a des différences de connectivité, des différences de compréhension et le premier intervenant le disait, il n'y a pas forcément une forte représentativité de l'Afrique dans les outils IA. Donc, pour vraiment faire de l'IA un levier, il faut que dans les actions éducatives et dans les approches d'éducation, les programmes éducationnels, on puisse aussi avoir cette approche différenciée. Donc, c'est trouver des cas d'usage adaptés aux différentes cibles et inclusifs, de sorte que, indépendamment des niveaux de maturité, tous les finalement utilisateurs arrivent à s'approprier ces outils-là. C'est un peu le sens aussi de l'activité qu'on a à Digifam avec nos activités justement de sensibilisation rurale. Franck, asseyez-vous justement, quelle serait cette stratégie continentale? Bien, merci. En partant sur le principe de ce que c'est que l'IA déjà, il y a d'abord la question de la souveraineté. Il faut que les pays africains travaillent à, n'est-ce pas, comme l'ont dit mes collègues ici, il faut travailler sur une stratégie nationale au niveau de chaque pays à renforcer la capacité du système éducatif. Parce que déjà l'IA à la base est basée sur les données. Et donc, il faut que l'Afrique puisse travailler à mettre en place d'abord, à augmenter sa capacité infrastructurelle sur le plan de la technologie et également avoir une stratégie de maîtrise des données qui sont déjà disponibles au niveau de tous les secteurs d'activité de nos États africains. Donc, quand on prend par exemple dans le domaine de la médecine, des études statistiques et autres, il faut que nous puissions mettre en place des mécanismes pour établir la confiance, pour établir également ce qu'on appelle au niveau de nos systèmes de formation dans les différentes écoles. Il faut préparer notre jeunesse à la connaissance, à la compréhension et à la maîtrise de tous les aspects qui rentrent dans le domaine de la connaissance de l'intelligence artificielle.
Alors, Merci. plusieurs pays africains ont amorcé la rédaction de stratégies nationales, mais beaucoup restent encore en phase de réflexion. Quels éléments prioritaires doivent figurer dans ces feuilles de route? Gouvernance, infrastructure, financement, formation, cadre juridique. Pour ce qui nous concerne, nous pensons que l'avenir de toute nation est basé d'abord sur sa capacité de ses ressources humaines. Aujourd'hui, tout à l'heure dans votre introduction, vous avez relevé le fait que la population en Afrique est largement jeune et donc il faut qu'on ait une stratégie de l'éducation qui soit très efficace. Pour nous, la première action sur laquelle il faut travailler, c'est déjà de passer à la transition sur le secteur de l'éducation. Il faut renforcer les capacités de nos enseignants, ce qu'on appelle au niveau de la transition numérique. Par exemple, quand on prend en Côte d'Ivoire, le ministère, sa dénomination, c'est la transition numérique et l'innovation technologique. Donc déjà, au niveau de l'éducation, il faut préparer nos enseignants à maîtriser, à comprendre et à pouvoir initier déjà tous nos enfants depuis l'école primaire à s'approprier la notion de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Comment la consommer? Déjà, nous consommons l'intelligence artificielle. Mais le défi que nous devons relever, c'est avoir la capacité d'être producteur. Pour ne pas se laisser surprendre et rester coincé dans la position de consommateur. Mais il faut qu'on passe à la production. Monsieur Nyong'o, réaction? Et effectivement, c'est très bien dit. Il faut se concentrer sur l'éducation parce que l'éducation va de pair avec un autre levier qui est important, c'est l'innovation. Des personnes bien éduquées qui s'approprient l'IA seront capables d'identifier les cas d'usage dont justement mon collègue depuis Conakry évoquait, d'identifier des cas d'usage pertinents pour l'Afrique et créer de la valeur pertinente pour les différents habitants et les différents peuples. Donc c'est de l'éducation, mais c'est aussi par derrière, en termes d'autres priorités, les données. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des concepts d'innovation sont démocratisés. Certes, on n'a pas l'infrastructure, mais on a accès aux outils qui peuvent exploiter les données existantes. Par contre, on n'a pas encore les données. Alassane Koroma, justement, réaction? Oui, moi, essentiellement, ce que je veux dire, parce que souvent, les gouvernements, ça c'est partout, hein, ça c'est pas seulement un cas spécifique à l'Afrique. Le gouvernement, d'habitude, sont un peu plus en retard en fonction de la technologie, surtout quand ça arrive à une nouvelle technologie comme l'IA et tout. Donc, je pense qu'il faut qu'il crée un air de collaboration vraiment avec les acteurs locaux. OK, parce que c'est là où il y a l'expertise et ce sont ces gens qui sont sur le terrain. Donc, créer une dynamique où il y a une collaboration entre les gens du gouvernement et, comme on appelle, les acteurs qui sont sur le terrain, cela va vraiment permettre de créer des cadres juridiques ou des réglementations qui vont aller dans le sens de la promotion de l'IA d'une manière impactante pour les gens. Parce que ce qu'il faut, bon, je vais dire, éviter d'une manière, c'est de, comment on dit en anglais, put the chariot before the horse. Si on réglemente sans comprendre, on peut créer des problèmes où on bloque l'innovation. Et ce n'est pas ça l'objectif. Le cadre juridique, ça doit vraiment être créé pour justement accompagner et alléger l'innovation, encourager les jeunes qui sont sur le terrain, qui veulent vraiment créer, pour qu'ils puissent vraiment comprendre et utiliser cet outil pour aider le continent africain à se développer. Amina, justement pour vous, comment faire passer l'Afrique de consommatrice à productrice? Alors, je crois qu'il y a des initiatives, notamment en Côte d'Ivoire, qui ont été menées par Isaac Bayo, Yeri, c'est-à-dire qu'ils sont en train de travailler sur la collecte de la data locale dans différentes langues, dialectes, pardon, baoulé, Jola, enfin Mbete, tous ces dialectes-là. Donc, à partir du moment où on a collecté, on a, je dirais, archivé toute cette data, on va pouvoir être souverain et pouvoir mettre en place des actions concrètes autour d'initiatives, des startups qui vont émerger avec de la data locale. Mais moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit monsieur de Conakry. Donc, je pense qu'en fait, pour pouvoir, comme on sait que l'âge médian en Afrique est de 20 ans, 19-20 ans, je pense que les gouvernements, enfin les ministères de la transition numérique et les ministères de la jeunesse doivent travailler de concert pour mettre en place des programmes de formation en direction des jeunes. Je pense que c'est le cas en Côte d'Ivoire, ça doit être le cas aussi dans d'autres pays, mais je pense que c'est la seule façon, à mon sens, moi qui suis dans l'éducation
l'éducation et dans la formation. Je pense que c'est la seule façon pour nous de pouvoir relever le défi de former la jeunesse africaine qui aujourd'hui représente, notamment en Côte d'Ivoire, 75% de la population en Côte d'Ivoire à moins de 35 ans, qui représente la majorité de la population africaine. Et pour vous, comment l'Afrique pourrait optimiser son potentiel via l'intelligence artificielle pour ouvrir de nouvelles perspectives pour tous les citoyens? Il faut déjà réfléchir à la mise en place de projets. On voit que la robotique arrive à grands pas. Il va falloir répondre aussi à cette problématique. Déjà, il y a des usines en Europe, en Allemagne notamment, qui fonctionnent à 100% avec des robots. Donc ça, c'est un défi qu'il va falloir relever. Donc je pense qu'il faut dès maintenant commencer à réfléchir à toutes ces problématiques. L'IA seule n'est qu'un point de l'innovation. Il y a aussi la robotique qui arrive à grands pas. Donc je pense qu'il faut coupler les deux et c'est commencer à réfléchir à la mise en place de formation autour de la robotique, de formation autour de l'IA, de mise en place de centres de formation pour former les jeunes. Parce que malheureusement, pour certains, la robotique va arriver aussi en Afrique. Et donc, il va falloir aussi former les jeunes et former les moins jeunes à répondre à tous ces nouveaux métiers qui vont arriver et qui sont quasiment déjà là, puisqu'on les voit déjà arriver en Europe et en Asie. Monsieur Nyang'o, réaction? Le point de l'accessibilité aussi, effectivement, est un point qui permettrait d'optimiser le potentiel de l'Afrique. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'IA nous donne une panoplie extraordinaire de possibilités pour rendre beaucoup plus adaptée l'information, la formation ou même les ressources aux différentes personnes. Quand on regarde les métiers qui sont disruptés par l'IA aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous anticipe que beaucoup disparaîtront parce que beaucoup d'autres réapparaîtront, mais c'est surtout qu'on a des métiers qui vont s'adapter. Et aujourd'hui, un des métiers qui s'adapte, c'est certes le métier d'enseignant dont mon collaborateur ici a évoqué, mais il y a aussi le métier d'élève. Parce que oui, être élève ou étudiant, c'est un métier à part entière. Il s'adapte aussi à l'IA. Aujourd'hui, on peut penser à des apprentissages adaptés en fonction du niveau d'intelligence, car il y a divers types d'intelligence des étudiants ou des élèves, mais aussi du niveau de condition. Imaginez qu'un outil, par exemple, dopé à l'IA peut aider un daltonien à mieux apprendre les couleurs, peut aider quelqu'un qui est en situation de surdité à apprendre différemment telle ou telle compétence. Donc c'est vers ça qu'on part avec les possibilités d'accessibilité des différents secteurs clés de l'Afrique pour permettre à l'Afrique d'optimiser son potentiel. Franck aussi. D'accord. Pour l'optimisation, sur la question de l'optimisation, je veux soulever 2-3 points. Pour que nous soyons productifs sur la question de l'IA, il faut que nous puissions renforcer les capacités de toutes nos structures de formation dans le domaine des statistiques. Parce qu'il faut noter que l'IA, c'est d'abord, je vais dire que la manipulation des données. Or, au niveau de la manipulation des données, c'est de la mathématique. Et donc, il faut renforcer les capacités de tous nos instituts d'études, d'analyse de données, des data et tout ça. Et donc, si nous voulons pouvoir être capables d'être efficaces au niveau de la production pour optimiser notre capacité en termes d'IA, il faut qu'on soit efficace à ce niveau-là. Parce que si nous avons des têtes pensantes qui soient capables de produire de la data, capables d'analyser la data, et en ce moment-là, nous pouvons avoir des produits propres à l'Afrique. Parce qu'en termes d'IA, on n'a pas besoin forcément d'importer, parce que les modèles qui existent actuellement sont des modèles extérieurs. Aujourd'hui, le défi, c'est de pouvoir produire des modèles, je veux dire, qui sont propres à l'Afrique, qui sont propres à chaque État. Or, en termes de données, chaque État a ses réalités. Et donc, pour qu'on soit capable, il faut aller à la racine. Il nous faut des hommes, des femmes. Mon collègue ici, il est spécialisé du côté des femmes. Et puis aussi, ma collègue du côté, elle est du domaine des médias. Et donc, il faut être capable d'avoir des personnes pour produire de la matière IA dans ces différents domaines. Voilà, ça c'est très important. Une fois cela est fait, nous serons alors capables de relever certains défis. Parce que les vrais défis au niveau de l'Afrique, l'éducation, l'alimentation, quand on parle d'alimentation, on parle d'agriculture. Donc avec l'IA, nous serons capables de répondre à des préoccupations concrètes de la population. Parce que c'est là le réel défi. La technologie, elle vient pour améliorer le quotidien des uns et des autres. Et donc, à ce niveau-là, si on veut être capable, il faut qu'on parte à la racine
comme ma collègue à côté, elle est spécialiste dans le domaine de l'éducation, mais il faut qu'on parte à la racine pour renforcer les capacités de nos enseignants, de nos étudiants. Et ce que je veux signifier, là, il faut avoir une stratégie particulière. Parce qu'en termes d'IA, on ne peut pas avoir le cursus normal pour dire qu'on apprend l'IA juste à l'université ou autre. Non, il faut déjà introduire l'IA à la base parce que la technologie, elle va très vite. Et donc, elle va très vite, alors il faut être aussi rapide dans les décisions, dans les choses à faire au niveau de nos différents pays. On aura le temps de développer justement cette partie dans la deuxième partie de l'émission. Alassane Koroma, pour vous, comment l'Afrique pourrait optimiser son potentiel via l'intelligence artificielle? Alors là, j'aime bien cette question parce qu'il y a le mot-clé qui vraiment est l'apport que l'IA apporte. C'est l'optimisation. Le slogan de Corvex Lab, c'est optimiser par design. Ça veut dire, nous, par exemple, nous nous fixons que dans un horizon bien, ou bien même dès maintenant, une personne doit avoir la capacité de produire le même travail que 2 ou 3 personnes. C'est ce qu'on appelle être optimisé. Parce que vraiment, c'est ce que l'IA nous permet aujourd'hui de faire. Imaginez-vous, avant, quand on devait écrire une lettre, ça nous prenait combien de temps d'écrire, aller sur Google et faire des recherches et écrire. Et maintenant, nous pouvons faire tout ça dans un seul système, quel que soit le LLM qu'on choisit. Donc, vraiment, l'IA, malgré que c'est un outil transversal, c'est-à-dire ça s'applique à beaucoup de différents domaines, mais c'est vraiment l'outil ultime pour moi d'optimisation. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut que tous ceux qui voient l'IA le voient comme un outil. À la fin de la journée, on prenait des chevaux pour aller où on partait, et maintenant on est passé à la voiture. C'est que ça prend maintenant juste moins de temps pour faire la même chose. Et c'est un peu ce que l'IA aujourd'hui nous apporte, mais dans presque tous les domaines. Là où la technologie peut contribuer, je pense que c'est là où vraiment l'Afrique a la possibilité de faire du leapfrogging. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que les autres pays, autres continents ont dû faire parce qu'il n'y avait pas l'IA en ce moment. Mais si nous avons des problèmes aujourd'hui, nous pouvons déjà utiliser les solutions IA dans la résolution de ces problèmes et cela nous fait énormément de gains de temps. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir. On n'a pas à se mettre là où, disons, l'Europe ou les États-Unis étaient il y a 5-10 ans. On peut essayer de se mettre où ils sont aujourd'hui. Moi, je consulte pour des compagnies aux États-Unis et c'est la même chose. Je vois qu'ils sont en train de se voir comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA dans notre quotidien pour améliorer nos processus. Je pense que dans le fait, ou bien l'objectif d'optimisation, c'est vraiment un cadeau que l'évolution nous a donné en tant que, pour cette génération en tout cas, de vraiment voir quels sont les problèmes et comment est-ce qu'on peut les résoudre. Parce que maintenant, avec l'IA, on peut les résoudre beaucoup plus facilement et à beaucoup moins de coûts. Donc, je pense que c'est le mot que je voulais ajouter sur ça, parce que c'est vraiment le cœur vraiment de l'IA, de l'apport que ça a pour le continent africain, c'est l'optimisation. Merci Alassane Koroma. Nous marquons une courte pause avant d'entamer la deuxième partie de cette émission, juste après la pub. Bienvenue sur Africa 24. Merci à ceux qui nous prennent en marche. Vous suivez la deuxième partie de cette émission Africa Newsroom, justement, qui traite de l'intelligence artificielle, pilier de développement. L'Afrique consacre 5 piliers pour se développer en termes d'IA, notamment tirer le meilleur parti possible des avantages de l'intelligence artificielle, renforcer les capacités en matière d'IA, minimiser les risques, stimuler l'investissement et favoriser la coopération. Je vous invite à suivre ce reportage de la rédaction. Face à des défis éducatifs persistants, l'intelligence artificielle s'impose comme un levier de transformation en Afrique. L'Union africaine en fait un accès prioritaire de sa stratégie pour garantir un usage éthique et équitable dans un contexte de 97,5 millions d'enfants non scolarisés sur le continent. Elle permet de personnaliser les apprentissages, d'alléger la charge des enseignements et de faciliter l'accès au contenu pédagogique, notamment en zone rurale. Il est difficile de comprendre qu'une école puisse aujourd'hui ne pas enseigner l'utilisation d'outils que les élèves utilisent déjà dans leur quotidien. Une fois dans le monde professionnel, les entreprises attendent de leurs collaborateurs qu'ils soient capables d'utiliser les outils d'intelligence artificielle pour générer des idées, gagner en efficacité et créer de la valeur. Or, cela suppose de savoir interagir avec l'IA, lui poser les bonnes questions et maîtriser les techniques de formulation des requêtes.
Cependant, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les écoles africaines se heurte à d'importants défis. La fracture numérique demeure un obstacle majeur. Seuls 40% des écoles primaires et 50% des établissements du premier cycle secondaire disposent d'une connexion Internet suffisante. À cela s'ajoute le manque d'électricité, d'équipements informatiques et de formation des enseignants dans de nombreuses régions. La révolution technologique actuelle du Nigeria repose principalement sur les logiciels. Mais la prochaine phase sera portée à la fois par les logiciels, le matériel informatique, l'intelligence artificielle, la robotique et l'Internet des objets. Ce sont ces jeunes qui en seront les principaux moteurs. Nous voulons donc montrer toute la puissance et le potentiel de cette approche, ainsi que la manière dont elle peut aider l'Afrique à relever ses défis de développement. L'enjeu est colossal. L'intelligence artificielle pourrait générer entre 2,9 et 4,8 milliards de dollars de valeur économique sur le continent d'ici 2030. Pour les spécialistes, la priorité est désormais d'adapter les programmes afin que les jeunes Africains ne soient pas seulement des consommateurs, mais bien les concepteurs de ces technologies qui façonneront le monde de demain. Nous sommes de retour sur le plateau. L'intelligence artificielle pour transformer l'éducation, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture, de la santé ou des services publics. Les besoins sont spécifiques. Monsieur Franck Kouassi, comment encourager la recherche locale pour soutenir les startups et valoriser les talents afin de produire des solutions adaptées aux réalités africaines? Bien, merci. Je vois, il y a trois axes. D'abord, il faut être productif. Il y a renforcer les capacités de nos établissements scolaires. Ça, c'est une priorité absolue. Parce que tout à l'heure, je soulevais une question pour dire que l'IA, à la base, c'est les mathématiques, c'est les statistiques, c'est la capacité d'analyser, d'étudier un volume de données. Et donc, il nous faut, dans un premier temps, renforcer les capacités de nos structures de formation. Il nous faut renforcer les capacités de nos enseignants. Il faut noter aussi que l'IA est un outil qui vient augmenter les capacités des individus. Tout à l'heure, notre collègue du côté de Conakry, il faisait allusion à ce point-là, pour dire qu'au niveau des IA génératives, il y a la facilité de faire des requêtes, de rechercher des informations plus rapidement. Mais tout de suite, il y a une complicité, une griffe qui se signale à nous. Pour ce qui concerne l'IA, il y a avoir la capacité, la connaissance de pouvoir interagir avec l'IA. Du coup, il y a une connaissance qu'il faut avoir, ce qu'on appelle le prompt engineering. Okay? La connaissance, la capacité de pouvoir échanger avec l'IA. Parce que par moment, quand on échange, les gens pensent que l'IA n'est pas un être humain. L'IA, c'est un outil de travail qui, à l'heure où nous parlons, est intégré dans tous les secteurs d'activité. Et donc aujourd'hui, le défi qu'il faut relever, c'est donner les moyens et les capacités d'abord aux individus. Inciter les individus à savoir ce que c'est que l'IA, comprendre et aller vers la connaissance de savoir comment interagir avec cet outil. Quel est le langage qu'il faut comprendre? Quelle est la forme de communication qu'il faut avoir pour bien interagir avec l'IA? Je vous pose justement ces questions. Donc, le métier qu'il faut maîtriser aujourd'hui, c'est le prompt engineering. Il faut savoir, quand on pose une question à l'IA, il faut être précis pour que l'IA te remonte l'information dans toute sa grande base de données. Et donc, déjà dans le secteur privé, tout à l'heure dans le reportage, le monsieur disait que même dans les entreprises, on s'attend à avoir du personnel qui a une connaissance sur la manière de communiquer avec l'IA. C'est pourquoi nous disons déjà à la base que dans nos structures de formation, il faut déjà qu'on initie la question de la connaissance, la compréhension de comment travailler avec l'IA. Ça, c'est très important. Une fois cela est fait, nous allons remonter maintenant les échelons. C'est-à-dire qu'au niveau de la recherche scientifique, l'IA
intervient à tous les niveaux parce que c'est un outil qui vient faciliter, qui vient donner de la fluidité dans ce que nous avons l'habitude de faire déjà. Aujourd'hui, par exemple, dans la médecine, grâce à l'IA et la robotique, un médecin qui est au Maroc a la capacité d'opérer un malade qui se trouve en Guinée. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, voici l'opportunité qu'on a aujourd'hui avec la technologie. Et l'effort que nous devons faire, et là, moi, j'invite tous nos dirigeants, comme je suis en Côte d'Ivoire, j'invite nos dirigeants vraiment à avoir une certaine synergie. Avec cette technologie, on ne doit pas rester, chacun ne doit pas rester du haut de sa direction, mais il doit avoir, tout à l'heure, madame en parlait, il doit avoir une synergie entre les différents ministères, que ce soit le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la formation professionnelle, le ministère de la transformation de la transition numérique, une collaboration, et puis aussi avec le corps de tous les entrepreneurs dans les différents pays. Donc, quand on met en place cet écosystème, une communication centralisée, nous pouvons avoir une stratégie en forme de colonne vertébrale pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir une interconnexion, pour avoir les bonnes stratégies et mettre en place les bons leviers qui vont nous permettre d'être efficaces et vraiment de pouvoir avancer de façon plus objective dans cette nouvelle société qui se présente à nous. Merci. Monsieur Nyangoran, justement, comment encourager la recherche locale, selon vous? Alors, il y a plusieurs, effectivement, axes dont il faut tenir compte. Donc, quand on regarde l'écosystème ou la chaîne de valeur de l'IA, on se rend compte que l'écosystème de l'Afrique va finalement beaucoup plus se concentrer sur la chaîne de valeur à partir de la donnée, du développement de modèles et des applications qui permettent d'interagir avec ces différents modèles-là. Donc, si on part un peu sur un contexte macro, pour moi, pour impulser la recherche locale, il faudrait déjà en termes de régulation faire ce qu'on appelle une sorte de clusterisation, plutôt de sandboxing. Donc pouvoir créer des sortes de safe space où des différents innovateurs, des différents chercheurs pourraient venir et finalement challenger leurs idées, leur créativité sur les différents maillons de la chaîne de valeur que je viens d'évoquer. Par exemple, des jeux de données plus qualitatifs, plus contextualisés, par exemple des modèles tout simplement plus qualitatifs, plus contextualisés, ou des applications plus orientées utilisateurs. Donc ça, c'est par exemple une approche de régulation, certes, mais qui peut impulser aussi la recherche. Et à côté de ça, il faut qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, je suis très d'accord avec le monsieur de Conakry, on a tendance à penser que notre retard technologique est irrattrapable, alors qu'aujourd'hui, on est finalement dans une course où peu importe le point de départ, finalement, c'est juste de démarrer qui compte. Donc, au stade où on est actuellement, on a le secteur privé local ou impacté par les différents acteurs internationaux qui est assez émergent et dynamique au niveau de l'Afrique. Donc, il faut pouvoir aussi donner une certaine liberté au privé d'impulser énormément d'innovation. Donc, pour moi, pour impulser la recherche locale, c'est créer des safe spaces pour pouvoir justement tester, innover avec l'IA grâce à des ressources mutualisées, mais c'est surtout aussi libérer un peu le privé un peu plus. Donc, quand je parle de privé, je ne parle pas forcément des entreprises établies, mais je parle des étudiants, des chercheurs, de n'importe qui finalement qui peut identifier un besoin sur le terrain et justement lui donner les compétences de base avec l'IA pour qu'il puisse transformer son cas d'usage. Alassane Koroma, comment encourager la recherche locale selon vous? Alors là, pour moi, moi d'abord, je le revête sur mon background, je suis UX designer. Et dans mon profil, une solution ne commence que si d'abord vous avez fait un peu de recherche. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a encouragé à rentrer des États-Unis pour venir en Afrique. Parce que même là-bas, je vois que les solutions qui sont proposées viennent souvent en résultat, en une réponse après une recherche. Donc, en Guinée, ce que j'encourage tout le monde, c'est vraiment de commencer d'abord par la recherche. Dans la recherche locale, il y a deux volets. Il y a la recherche qui doit être faite sur le plan institutionnel, comprendre la dynamique, l'architecture traditionnelle de l'Afrique ou des différents pays ou des business locaux. Mais il y a aussi la volonté individuelle de chaque entrepreneur à vraiment comprendre son marché,
comprendre les réalités sur le terrain, comprendre la cible clientèle et essayer d'apporter des solutions en fonction de ça. C'est pour cela que partout où on parle, même en Asie ou bien aux États-Unis, en Europe, aujourd'hui, on voit que chaque pays essaye de créer des solutions autour de ça. Parce que si on ne comprend pas vraiment les réalités qui sont sur le terrain, on peut passer à côté. On peut faire de gros investissements et ça se fait beaucoup encore. Et on passe à côté et on crée des solutions qui deviennent utiles et qui deviennent inutilisables. Donc, pour vraiment ancrer ces solutions et les rendre utiles, vraiment, ça doit commencer par la recherche. Je dis toujours à mes clients, si on n'a pas fait de recherche pour comprendre les besoins, la solution qu'on propose, ça devient guessing. Je ne sais pas comment traduire en français, mais on est en train d'estimer ou juste, ce n'est pas vraiment bien pensé parce que la solution ne peut bien marcher que si vraiment on comprend les besoins et en fonction de ça, maintenant, on vient à la solution. L'IA accélère la solution proposée, mais la recherche qui doit être faite, ça, je pense que c'est vraiment primordial pour vraiment comprendre d'abord et puis maintenant utiliser les outils à notre disposition pour exécuter sur ces problèmes-là. Merci. Amina, réaction? Alors moi, je pense que cette question, justement, elle est dépassée parce que l'IA est en train de développer ses propres chercheurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit se focaliser comment miser sur l'acculturation à grande échelle. Parce que, comme vous le savez, on s'oriente vers l'AGI. Je vous apprends rien, je suis dans les médias, donc je suis très près de l'actualité. Et là, dans les 6 mois, on va arriver à un stade où on va être quasiment dépassé par ce qui vient. Donc je pense qu'il faut vraiment miser sur l'acculturation dans les médias, dans les ministères, commencer à travailler conjointement, comme l'a dit mon collègue. Les ministères doivent commencer à travailler conjointement ensemble, ministère de la Jeunesse, ministère de l'Éducation, ministère de la Transition numérique, parce que dans 6 mois, on va être dépassé. Donc je mise vraiment, moi qui suis dans les médias et qui ai commencé à proposer des programmes d'acculturation à la radio, à la télé, il faut aller très vite. On n'a pas le temps d'éduquer les enfants pendant 10 ans. Il faut vraiment miser sur l'acculturation, s'emparer des médias, les chaînes nationales, parce que dans 6 mois, il sera trop tard. Et je ne vous apprends rien, les chercheurs en IA sont déjà dépassés par les IA, puisque les IA eux-mêmes deviennent leurs propres chercheurs. Et 80% du code chez Claude, Anthropique, est développé par une IA. Donc là, vraiment, il faut vraiment aller vite, parce que nous avons déjà un retard conséquent, mais si on veut le rattraper très vite, on doit vraiment miser sur une campagne nationale à tous les niveaux, comme l'a dit tantôt mon collègue, et il faut d'abord miser sur les médias, parce qu'un média est avant tout un outil de démocratisation de tout, de l'éducation, de l'alimentation, enfin tout, voilà. Alors Franck Ouassi, les investissements dans l'IA nécessitent des ressources importantes. Quels modèles de financement peuvent être mobilisés, notamment les budgets publics, les partenariats publics-privés, les fonds d'investissement? D'accord, merci. Il faut noter qu'au niveau de l'IA, parce qu'on parlait d'investissement, je pense que c'est sur le point de la souveraineté, la capacité de l'Afrique à être indépendante sur la question de la maîtrise même de ses données. Et donc, il faut noter qu'à ce niveau, ça demande beaucoup d'investissement. Et ce que nous, on conseillerait déjà, c'est qu'en général, il faut commencer par soi-même, avoir mobilisé des ressources internes. Au niveau, je pense que l'Union africaine a déjà lancé une initiative, mais ça demande beaucoup de moyens, vraiment beaucoup de moyens, parce que les data centers pour, je veux dire, gérer les données des IA et tout ça, ça demande beaucoup de moyens. Donc, à tous les niveaux, le secteur privé doit intervenir, les États doivent mobiliser des ressources. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Union africaine même en a pris conscience et à travers son initiative qu'elle a lancée récemment. Mais ça ne doit pas nous ralentir, ça ne doit pas nous empêcher de faire ce qu'il faut. Tout à l'heure, ma collègue en parlait. C'est-à-dire que nous sommes pris par le temps. Les choses s'accélèrent. Sur la question des agents IA, mais c'est déroutant en fait. Vous voyez un peu? Parce que les algorithmes, la technologie, ça va très vite. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai résumé pour dire que l'IA, parce que c'est important pour nos enfants, je pense que la dame qui est en éducation comprend. J'ai vu sur un plateau télé une fois, il y a une personne qui a demandé, mais à quoi nous servent les mathématiques? Vous voyez un peu? Mais il faut que les gens comprennent, il faut que ceux qui nous regardent comprennent que l'IA aujourd'hui dont on parle, c'est les mathématiques, c'est les statistiques,
c'est la probabilité. Vous voyez un peu? Et donc, c'est une occasion déjà pour renforcer les capacités au niveau de l'éducation. Donc, l'investissement dont on parle ne doit pas viser seulement l'infrastructure. L'investissement doit viser toute la chaîne. Vous voyez un peu? Ça, c'est très important. Et l'autre chose qui est encore plus importante, nous sommes pris par le temps. La technologie, elle va très vite. Les agents IA aujourd'hui, je ne vais pas trop développer, mais quand on s'y connaît, vous pouvez mettre en place un agent IA qui fait des tâches pour vous. Vous pouvez être couché et puis votre agent IA travaille pour vous la nuit. Le matin, il vous fait votre rapport. Vous avez des rapports, tests statistiques. Il vous sort tous les éléments. Il vous envoie les informations soit sur votre WhatsApp, sur votre mail. Et puis vous faites la lecture, vous faites la revue. Je vais dire, surtout pour vous qui êtes dans le domaine de la presse, vous pouvez avoir votre agent IA qui vous fait la revue de presse dans le monde entier. Il vous fait un résumé, vous avez les éléments et puis bon, vous travaillez. Vous voyez un peu? Mais l'assurance que je veux donner ici, c'est qu'on entend souvent dire que l'IA vient pour remplacer, pour éliminer certains métiers. Pas du tout. L'IA vient pour renforcer les capacités. Par exemple, dans le domaine des médias. Et l'IA ne va pas venir faire, entretenir les invités à votre place. Mais là où il faut avoir l'œil, c'est que l'IA est un outil qui vient renforcer les capacités, permettre de travailler vite. Donc, celle ou celui qui ne se met pas à consommer, à utiliser, à apprendre, à comprendre l'usage de l'IA, c'est cette personne qui va se voir incapable de faire certaines tâches. Parce que là où on vous attend à travailler avec l'IA, vous n'êtes pas formé dans ce domaine-là. Donc du coup, vous êtes face à une véritable problématique. Et donc l'enjeu, pourquoi nos pays, nos États ne doivent pas avoir peur de rechercher les ressources pour investir dans ce domaine-là? Parce que si on ne le fait pas, nous allons nous retrouver à consommer ce qui vient de l'extérieur. Nous avons raté le siècle, excusez-moi, le siècle des Lumières et tout. Mais pour l'IA, nous sommes tous là, nous sommes tous témoins. Nous devons prendre le pas, nous devons décider, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, décider urgemment et rapidement pour avancer. Merci. Kevin Yangoran, le déficit de compétences spécialisées demeure un frein majeur. Qu'est-ce qui est fait au niveau de DigiFemme et quel état des lieux faites-vous? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons plus de femmes qui adhèrent justement à l'apprentissage de l'IA ou il y a encore beaucoup à faire? De notre point de vue, il y a toujours beaucoup à faire parce que on n'est pas encore à 100% des femmes sur 100% du territoire de Côte d'Ivoire qui utilisent l'IA. Donc, on va dire que dans un monde idéal, c'est vers ça qu'on veut tendre. Et on n'y est pas encore. Ceci dit, c'est vrai que de façon générale, il y a un engouement généralisé, pas seulement chez les femmes, mais aussi chez les jeunes et même les seniors avec qui et pour qui on fait aussi des activités, qui voient un intérêt, une pertinence autour de l'IA. Ce qu'on ressort de nos activités, de l'état des lieux par rapport aux compétences spécialisées, c'est d'abord la question de la compréhension de la chose. Comme les deux autres invités sur le plateau l'ont évoqué, le capital humain ne se développe sur une compétence que si on ne comprend la pertinence pour soi. Donc, plein de personnes n'ont pas forcément la compréhension des cas d'usage, ou à l'inverse, par rapport à l'environnement proche, peu de personnes voient l'impact que pourrait avoir l'IA à leur niveau. On peut penser à des cas beaucoup plus spécifiques, comme la gestion de communautés rurales. Nous faisons des caravanes pour former les différentes communautés en ce sens-là. Et ils ne vont pas forcément voir un intérêt systématique dans ce sens-là, alors qu'effectivement, dans les exemples qui ont été donnés, l'IA pourrait aider, et ses outils par exemple, pourraient aider sur des tâches de communication, sur des tâches d'analyse financière ou tout simplement de simplification aussi de méthodes ou de méthodologies existantes. Donc, on va dire qu'en termes de compétences spécialisées à développer, l'une des véritables problématiques ou l'un des véritables freins, c'est finalement l'offre de formation qui ne met pas forcément assez en avant des cas d'usage pertinents pour les différentes cibles. On peut en parler en long et en large, mais aujourd'hui, c'est clair que dans des universités ou même dans des écosystèmes, l'IA est introduite trop tard. Elle est introduite soit à l'université, soit au collège, mais en réalité, elle doit être introduite dès la maternelle. Parce qu'aujourd'hui, l'IA, c'est comme l'Internet des années 2000.
Alassane Koroma, l'essor de l'IA soulève les questions liées à la protection des données, aux biais algorithmes et à la cybersécurité, notamment à la responsabilité juridique. Comment pour vous construire un cadre réglementaire équilibré qui protège les citoyens sans freiner l'innovation? Oui, ça, c'est vraiment un dilemme que malheureusement la plupart des gens qui sont dans la technologie aujourd'hui essayent parce que c'est comme l'IA, c'est un système ouvert. Donc, il y a toutes les données qui rentrent et des fois, eux-mêmes, ils appellent le black box, c'est-à-dire on connaît les données qui rentrent, mais on ne sait pas ce qui se passe réellement derrière. Donc, ça devient un enjeu très difficile à résoudre. De mon côté, de mon expérience, en tout cas, ce que je peux dire sur le sujet, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une compréhension d'abord des utilisateurs, nous qui sommes les utilisateurs. C'est-à-dire, il faut savoir certaines informations à ne pas donner à l'IA. Des fois, on a la tendance, oui, l'IA, c'est mon assistant, il connaît tout, ainsi de suite. Mais il y a certaines informations qu'il faut qu'on essaye nous-mêmes de filtrer et qu'on essaye de donner, de ne pas donner certaines informations qui sont sensibles, par exemple. Et des fois, même, j'ai même essayé, tu lui donnes des informations que l'IA même sait que c'est sensible, ou tu dis non, 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 je ne veux pas enregistrer ces données parce que ça peut être un problème de sécurité. Donc, il y a ça sur le point personnel à faire. Je pense que c'est important pour tout un chacun de connaître. Et je rejoins ma collaboratrice qui a parlé de vraiment la vulgarisation de l'information parce que c'est là où vraiment on a plus d'impact. Vous voyez, parce que quand les gens sont éduqués, quand ils connaissent ce qui se passe, en ce moment, ils peuvent comprendre et essayer de s'adapter au début. Pas attendre jusqu'à la fin ou quand les gens vont faire des erreurs pour qu'ils reviennent là-dessus. Mais sur le plan institutionnel, il faut aussi que nos dirigeants et ceux qui sont dans l'administration ou dans les grandes entreprises comprennent les risques qui vont avec certaines données. Okay, et eux qui créent des politiques ou bien qu'ils centrent certaines applications pour qu'ils protègent certaines données. Parce que, bien sûr, à la population, nous ne pouvons pas faire tout nous-mêmes. Et ça, c'est l'un des éléments forts que l'Europe vraiment amène sur le plan de l'innovation. Parce que souvent, on dit que bon, c'est un peu lent et tout ça, mais ils sont vraiment sérieux quand ça arrive à la protection des individus, à la protection des données. Donc, des fois, il faut faire un peu le trade-off où ça peut prendre un peu plus de temps de comprendre, de réguler, ainsi de suite. Et dans ce sens-là, on peut vraiment avoir moins de risques parce qu'ils ont investi dans ce sens. Donc, je pense que vraiment, pour nos dirigeants et ceux qui sont dans des places pour faire ces décisions-là, il faut les encourager et qu'ils aussi comprennent les enjeux et les risques liés à certaines données. Et aussi peuvent collaborer avec des institutions à l'étranger, même l'Europe surtout, qui est vraiment basée sur ça, et comprendre comment est-ce qu'ils le font et essayer de répliquer certaines politiques, bien sûr, en comprenant nos propres réalités, et pas copier-coller, mais comprendre et adapter sur nos marchés, mais pas aussi reprendre à zéro. Donc, c'est un peu là la stratégie où, comme tout le monde le dit, et c'est vraiment vrai, l'IA est en train d'avancer très, très rapidement, plus que nous-mêmes on le pense, des fois. Donc, il faut vraiment essayer des solutions hybrides. Ceux qui ont déjà des solutions qui marchent, mais aussi ceux qui ont des connaissances locaux, marier les deux pour qu'on puisse atteindre plus vite nos objectifs. Donc, c'est un peu ça. Merci Alassane Koroma, fondateur et CEO de Corvex Lab en duplex de Conakry. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Kevin Yangoran, secrétaire général adjoint et responsable des programmes de DigiFemme Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été là. Merci pour l'invitation. Amina Etmali, fondatrice de Mind AI Media. Merci d'avoir été là. Merci pour l'invitation. Franck Kouassi, gérant de la Sonutech, société de numérique et de technologie. Merci d'avoir été là. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition d'Africa Newsroom à retrouver sur l'application MyAfrica 24. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.